Ça y est, les masques tombent, les choses sont claires. Maintenant, il va falloir payer. Vous savez, tout cet argent, ces centaines de milliards que l'on a donnés complètement inutilement pour le Covid. Vous savez, tout cet argent que l'on dépense soi-disant dans des boucliers pour vous protéger contre l'augmentation des prix de l'énergie qui ne sont en fait que des simples crédits qu'on vous oblige à prendre sans que vous le sachiez auprès des banques. Vous savez, tout cet argent que l'on distribue allègrement à des pays dits amis ou à Zelensky pour sa guerre, vous savez, tout cet argent-là, eh bien c'est terminé. Enfin, on va continuer à donner de l'argent à des pays amis et surtout beaucoup d'argent à Zelensky. Non, ce qui est terminé, c'est l'argent que l'on distribue à vous, l'argent que l'on vous donne à vous. Maintenant, c'est clair, vous n'aurez plus rien et on vous demande de bien la fermer et de payer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, fermez-la et payez, ça pourrait être le résumé de l'interview de Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. Alors d'abord, je remercie Catblo qui m'a qui m'a signalé ces articles sur Twitter, enfin sur X. Et on va regarder ensemble ce que Bruno Le Maire a dit au journal du dimanche. Et vous allez voir que ça y est, les masques tombent. Les masques tombent. Ça faisait des mois que je vous disais qu'il allait falloir payer la facture, que de toute manière, ce n'est pas un choix, c'est la réalité. Il y a de l'argent, il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État français, on en doit absolument partout, il faut payer la facture, il n'y a pas le choix. Donc c'était très clair. Bon, jusqu'ici, le gouvernement dit non, vous n'en faites pas, l'argent c'est un peu magique, vous ne comprenez pas, vous êtes des imbéciles, mais soyez sûrs que nous, on veille sur vous. Mais ça y est, le langage commence à changer et le langage devient un langage très très clair. Serrez-vous la ceinture, fermez-la et payez. On va regarder ensemble ce que nous a dit Bruno Le Maire dans le journal du dimanche. Dans une récente interview accordée au journal du dimanche, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a lancé un appel audacieux en faveur d'un changement dans le modèle socio-économique du pays. Ces propos ont secoué le débat sur le rôle de l'État dans la fourniture des services sociaux et la gestion des finances publiques. Le ministre a dénoncé le fonctionnement de ce qu'il a qualifié de machine à empiler de nouvelles dépenses publiques dans le cadre de l'État-providence. Alors, oui, on empile les dépenses publiques dans le cadre de l'État-providence. Là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Mais il me semble qu'on dépense aussi énormément d'argent pour des pays étrangers. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me semble tout à fait réelle, c'est « si votre État a suffisamment d'argent pour le donner à d'autres pays, c'est que vous payez trop d'impôts ». Et je suis parfaitement d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que l'on donne, si on a vraiment des difficultés de dépenses publiques, comme le dit notre ministre, pourquoi on est allé donner 3 milliards encore récemment à Zelensky? C'était en février, c'était il y a un mois. Pourquoi on est allé donner 3 milliards à Zelensky si on a du mal à boucler notre budget à nous? Pourquoi on donne sans arrêt des sommes considérables à des pays africains ou des pays nord-africains? Pourquoi? Si on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Moi, quand j'ai pas d'argent, je n'en donne pas comme ça à toutes les personnes que je croise dans la rue. J'ai tendance à faire attention à mon budget. Donc, se focaliser sur les dépenses sociales, on verra, c'est pas totalement idiot de sa part, mais parce que dans les dépenses de l'État français, ça concentre énormément d'argent, les dépenses sociales, on regardera ça. Mais la première chose que je ferai, moi, avant de dire à mes enfants, les enfants, vous allez devoir vous serrer la ceinture et avoir moins de cadeaux et avoir moins de repas, etc., je commencerai par revoir drastiquement l'argent que je donne à des gens extérieurs à ma famille. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que c'est vache de ma part, mais
Je commencerai par regarder ça. Bon, donc, le ministre, il trouve que la France est une machine à empiler les nouvelles dépenses publiques. Je suis d'accord. Cette critique, mais uniquement, alors, il faut voir aussi, c'est uniquement pour la bien-pensance. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'on va dépenser en plus cette année par rapport à l'année dernière en somme pharaonique? C'est par exemple l'écologie. On va dépenser de l'argent de manière pharaonique pour l'écologie cette année. L'an dernier, qu'est-ce qu'on a fait sur la santé? On a moins remboursé les dents. Par contre, on a mis un remboursement à 100% si vous voulez changer de sexe. Parce que le changement de genre, etc., c'est la bien-pensance. Alors que les dents des pauvres, on s'en fout un peu, quoi. Donc, on continue à beaucoup dépenser pour la bien-pensance, mais le reste, on aimerait bien pouvoir un peu gratter. Cette critique reflète une préoccupation croissante au sein du gouvernement concernant la trajectoire des finances publiques, amplifiée par les avertissements récents de la Cour des comptes. J'avais fait une vidéo sur ce que nous disait la Cour des comptes et ce n'était pas glorieux du tout pour nous. Les chiffres ne mentent pas. L'annulation de 10 milliards d'euros de crédit en 2024, suivie par l'appel à 20 milliards d'euros d'économies supplémentaires en 2025, illustre l'urgence d'une action. Alors, non, je vais finir le chapitre. La Cour des comptes estime même que les économies de l'ordre de 50 milliards seront nécessaires entre 2025 et 2027 pour atteindre l'objectif de réduction du déficit public à 3% à la fin du quinquennat. Il faut voir une chose. Pourquoi on fait ça? On fait ça tout simplement parce qu'on emprunte des sommes gigantesques, à des banques, à BlackRock, à Vanguard, à d'autres pays. On emprunte des sommes absolument titanesques. Et maintenant, on doit commencer à les rembourser. Et les taux, quand je dis qu'on doit commencer à les rembourser, on rembourse l'argent qu'on a emprunté depuis le début d'arrivée d'Emmanuel Macron. Mais la grosse différence aujourd'hui, c'est que maintenant, les taux ont augmenté. Et on n'emprunte plus à 0. On emprunte à 3, 3,5. Et comme je vous le disais dans une autre vidéo, en fait, maintenant, le taux d'intérêt, le remboursement des intérêts de la dette pèse presque aussi lourd que l'éducation nationale. C'est maintenant le deuxième budget de l'État. Et on pense que très rapidement, très rapidement, ça risque de devenir le premier budget de l'État. Donc on est sur des sommes qui deviennent gigantesques. Et l'État français, Bruno Le Maire, n'ont qu'une seule peur, c'est que nos taux d'intérêt continuent à augmenter. Pourquoi? Parce que les gens qui nous prêtent de l'argent vont commencer à se dire, mais est-ce que la France va réussir à rembourser? Alors certes, ça fait 200 ans qu'on n'a pas fait défaut, donc on a un bon score de crédit. Ça, c'est clair, seulement les sommes deviennent de plus en plus gigantesques. On a un effet boule de neige, même que là on pourrait plutôt pas appeler ça de boule de crotte, vous savez. On lance un petit flocon de neige au début d'une pente et à la fin ça devient une énorme boule. Ça c'est pour votre épargne. Et l'État il fait la même chose avec une crotte, il laisse une petite crotte en haut de la pente, ça descend à la fin, ça devient une énorme boule de crotte. Et on est sur l'effet boule de crotte avec notre dette. Et il y a quand même des gens qui vont commencer à se poser des questions, des gens qui nous prêtent de l'argent, qui vont commencer à se poser des questions, surtout qu'en France, on est les champions du monde de l'impôt. Donc ça va être très difficile d'augmenter les impôts. Donc comme ça devient très difficile d'augmenter les impôts, les gens se disent, les banques qui nous prêtent de l'argent se disent, mais ils vont faire comment pour rembourser s'ils ne peuvent pas augmenter leurs impôts? Et la question devient extrêmement légitime. Et du coup, on a peur. Les banquiers, pour se préserver de ça, vont augmenter les taux d'intérêt en disant, la France, on va mettre une petite prime de risque supplémentaire. Et à ce moment-là, ça sera vraiment, l'effet boule de crotte augmentera d'autant. Et on commence vraiment à avoir des soucis avec ça dans les finances publiques. Et c'est pour ça qu'ils commencent réellement à s'inquiéter. Donc je vous l'ai dit, il y avait d'abord eu un rabot de 10 milliards. On parle l'an prochain, 2025, de 20 milliards. Mais on parle aussi
d'une loi rectificative en juin, juillet. Et je pense que c'est ça que Bruno Le Maire est en train de préparer. C'est-à-dire que Bruno Le Maire est en train lentement de mettre dans vos têtes l'idée qu'en juin, juillet, il va y avoir une loi de finances rectificative parce qu'on est parti sur des projets de croissance, etc., qui sont intenables. Le gouvernement lui-même a reconnu maintenant que c'était intenable et il est encore, même aujourd'hui, il est très optimiste. On a fait notre budget, enfin, ils ont fait leur budget, moi j'y suis pour rien. Ils ont fait leur budget en disant, on va avoir 1,4% de croissance. Finalement, aujourd'hui, ils admettent que ça va être 1%, et moi je vous dis, ils seront obligés d'admettre que ça sera 0,5. Donc ça sera encore plus mauvais. Mais les 0,5, moi je vous l'ai dit, depuis septembre, octobre de l'année dernière, et les économistes sérieux vous le disent depuis septembre, octobre de l'année dernière, on va avoir soit 0,5, soit une stagnation, mais la situation est mauvaise. Donc ils ont fait un budget en sachant qu'il était faux, en sachant que c'était n'importe quoi. Le Haut Conseil des finances publiques qui dépend donc du Premier ministre et du ministre de l'économie, leur avait dit vos prévisions de croissance sont aberrantes. Il ne leur avait pas dit comme ça, mais c'était l'idée de ce qu'ils avaient dit. Donc même les organismes qui ont été créés par l'État et qui sont proches du gouvernement, enfin qui sont proches, extrêmement proches du gouvernement, on ne peut pas faire plus proche, leur avait dit que le taux de croissance n'était pas tenable. Bruno Le Maire, pour pouvoir passer son budget, avait dit « si, vous en faites pas, on va y arriver ». Aujourd'hui, il reconnaît qu'il n'y arrivera pas, et demain, il sera obligé de reconnaître que ce sera encore pire. Donc du coup, il met une petite musique dans votre oreille. Comme il ne peut pas tenir son budget, il va être obligé de passer une loi rectificative en juin, juillet, juste après les élections. On met ça tranquillement dans votre oreille. Vous allez voir qu'il y a eu le coup de rabot de 10 milliards. Il y a celui de 20 milliards de 2025 et vous allez voir qu'entre les deux, on va vous mettre encore un petit coup de rabot en juin, juillet et vous allez commencer à sérieusement payer. On va regarder ça un peu plus à fond, mais vous allez voir que bon, l'avenir s'annonce très, très sombre. Le ministre de l'économie souligne que la spirale dépensière doit être stoppée, affirmant que l'objectif implicite de la gratuité universelle des services publics est tout simplement intenable. Alors, il va falloir stopper la spirale dépensière. Bon, ça fait 2 ans qu'il dit ça. Honnêtement, ça fait 2 ans qu'il dit ça. Pour l'instant, on n'a rien vu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes dit en 2023, on est censé améliorer les résultats, on n'a rien foutu. C'est pas moi. Donc Bruno Le Maire, encore une fois, il y a loin de la parole aux actes avec cet homme et d'une manière générale avec le gouvernement, puisque la Cour des comptes elle-même reconnaît qu'ils n'ont rien fait. Bon. Mais ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est la deuxième partie, regardez. L'objectif implicite de la gratuité universelle des services publics est tout simplement intenable. La gratuité universelle des services publics est tout simplement intenable. Qui va payer ? Ça, ce que ça veut dire, c'est que les services publics ne vont plus être gratuits, que vous allez en payer une partie, que vous allez payer un peu plus. On ne va pas augmenter vos impôts tout de suite. On a dit qu'on n'augmentait pas les impôts. On ne va pas augmenter les impôts tout de suite. À propos, je fais une petite entorse. Vous vous rappelez de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron qui vous avaient dit l'an dernier, on va baisser les impôts en 2025 si c'est possible ? Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Braves gens, dormez tranquille, on va baisser vos impôts en 2025. Et maintenant, l'État dit je vais faire 20 milliards d'économies en 2025. Vous croyez qu'ils vont baisser vos impôts en 2025 ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Tout ça, c'est des farbiboles, c'est des calembredaines. On vous joue du pipeau. Parce que la réalité, c'est la réalité. Donc Bruno Le Maire, il est tout simplement en train de vous raconter que les services publics, ça peut être gratuit, qu'il va falloir payer. Il va falloir payer pour les services publics. Une telle franchise sur la nécessité des réformes est rare, mais elle est cruciale pour remettre les finances publiques sur les rails.
Alors, j'aimerais vous montrer... J'aimerais vous montrer... Non, je vous le montrerai tout à l'heure, ce que c'est que la structure des finances publiques. Mais j'aimerais vous montrer surtout les dépenses de l'État par rapport aux recettes de l'État. Donc là, c'est des chiffres INSEE. Hein. Je ne les invente pas, c'est les chiffres INSEE. Vous pouvez les voir sur les tableaux de bord de l'économie française publiés par l'INSEE. Vous aurez ces courbes, c'est sur le site de l'INSEE. Hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de doute à avoir. Voilà. Vous voyez que les dépenses, c'est en bleu foncé, les recettes, c'est en jaune. Et donc c'est du pourcentage du PIB. Et vous voyez que les dépenses, le gap, la différence entre dépenses et recettes est toujours plus importante. Et ça date de 81. Vous voyez, 80, on est à peu près à égalité entre les deux. 81, bon, il y a une grosse différence en 74-75, vous savez qu'il y a eu le choc pétrolier, donc c'est pour ça. Donc 75, et puis dans les années 80-81, Giscard d'Estaing, qui est, ouais, je ne fais pas la pub de Giscard d'Estaing, c'est pas un gars que j'ai trouvé très compétent, mais Giscard d'Estaing arrive à faire en sorte que les dépenses et les recettes se touchent. Elles sont revenues quasiment à équilibre. Elles l'étaient avant, hein, quand vous voyez les années 60. Il y a plus de recettes que de dépenses. Donc ça, c'est bon. Et puis, donc, dans les années 80, on y arrive. Et puis, depuis 81, depuis l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, plus jamais le budget n'a été équilibré. Ou proche d'être équilibré, comme c'est le cas en 80. Plus jamais le budget n'a été proche d'être équilibré. Ça veut dire que depuis cette date-là, on fait de la dette, on fait de plus en plus de dettes, et encore une fois, la dette, c'est les sous-sous qu'on vient chercher dans vos poches. Donc effectivement, là-dessus, Bruno Le Maire a raison, il faut changer les choses. Mais vous allez voir exactement, c'est votre vie qu'on va changer. C'est-à-dire que les dépenses complètement folles que l'on fait à distribuer de l'argent à n'importe qui, la distribution d'argent aux copains va continuer. Ou la distribution d'argent à l'étranger va continuer. C'est vous qui allez vous serrer la ceinture. Mais on va continuer à distribuer de l'argent ailleurs. Le message de Bruno Le Maire est clair. Il est temps de repenser notre approche. L'État doit redevenir un garant de protection plutôt qu'un fournisseur de tout, pour tous, tout le temps. Je suis d'accord. L'État, c'est le filet de sécurité, mais le filet de sécurité ultime. Seulement, je suis d'accord, mais vous allez voir déjà, ça fait trop longtemps qu'il le dit pour qu'on croie qu'il le fasse un jour. Mais en plus, vous allez voir que voilà, c'est à vous qu'on demande de serrer la ceinture. Cette transition implique nécessairement des choix difficiles et une remise en question des politiques existantes. Alors, on va voir... Non, on va continuer juste l'article et puis on va voir exactement où il va aller prendre l'argent et vous allez voir ce que vous allez perdre. Il n'y a aucun doute sur le fait que c'est vous qui allez payer. Hein. Alors là, si vous frottez les mains, mais je vais peut-être passer au travers. Non. On verra exactement qui va payer. Cependant, malgré cette critique franche, le ministre n'a pas détaillé de nouvelles pistes d'économie. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections. On doit dire, le ministre doit dire, je vais faire attention, vous allez voir ce que vous allez voir, on va avoir un budget français qui va revenir dans les clous, parce que les agences de notation vont nous noter jusqu'à fin mai. Donc il est obligé de dire ça. Sinon, on vous aurait dit, dormez tranquille, bien braves gens, on verra après les élections. Mais il ne veut pas rentrer dans le détail encore. Pourquoi ? Parce qu'il y a les élections en juin. Et il faut que vous votiez bien. Votez bien, votez Macron. Vous votez l'ensemble des partis PPE. Vous savez, PPE, ceux qui soutiennent
c'est le regroupement de tous les partis à l'Assemblée européenne, de tous les partis qui soutiennent Ursula von der Leyen, qui soutiennent la politique actuelle. Donc votez bien, votez PPE. Donc pour l'instant, on ne détaille pas où on va aller chercher l'argent. Vous allez voir que c'est clair où on va chercher l'argent. Donc voilà. Cette omission soulève des questions sur la clarté et la cohérence des stratégies gouvernementales. La problématique du grand âge citée par Le Maire est certes un enjeu majeur, mais des solutions concrètes doivent être avancées pour faire face à ces défis budgétaires. Et vous allez voir, parce que là aussi, on a les chiffres de l'INSEE et c'est extrêmement clair. J'ai même chose, le graphique de l'INSEE, donc tableau de bord de l'économie française sur l'INSEE, il n'y a pas de mystère, et le tableau de bord qui donne où va l'argent, où est dépensé l'argent. Protection sociale, avant tout, c'est la protection sociale, ça représente 40,8% des dépenses de l'État au sens large. On est d'accord que pour les comparaisons internationales, on prend partout l'État au sens large, donc y compris ce que peuvent donner les collectivités locales, y compris la retraite, etc. C'est l'État au sens large que l'on prend là. Donc, protection sociale, 40%. La santé, 15%. Les affaires économiques, ça vient tout après, 11,5%. Donc, vous voyez, les choses qui dépendent réellement de l'État, entre guillemets, du fonctionnement de l'État en lui-même, vous avez la défense, vous avez l'enseignement, vous avez autres, donc c'est différents services publics. Les services publics généraux, 10,6%. Et là, donc, sur ces quatre-là, vous avez, ça représente à peu près, je le fais à la louche, 30% de l'ensemble des dépenses de l'État. L'État en lui-même, il ne représente que 30% de ses dépenses. Ce n'est pas énorme. Donc l'argent, si vous voulez faire des économies et que ça se voit, vous allez le chercher dans la protection sociale, avant tout, dans la santé après, et dans les affaires économiques ensuite. Les affaires économiques, c'est l'argent que l'on donne notamment aux entreprises, etc. Donc voilà. La santé, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est le remboursement de vos dents. Les longues maladies, on a parlé de faire des économies sur les longues maladies, donc voilà, c'est ça la santé. Et la protection sociale, donc c'est le point sur lequel l'État va être obligé de travailler si vraiment il veut faire des économies. Et ne pas percuter le mur de face. Or, la protection sociale, c'est très simple, parce que quand vous regardez la protection sociale, donc là je suis allé sur Statistica. Donc, vous savez, Statistica, c'est un site qui rassemble l'ensemble des statistiques européennes. Et donc Statistica a regardé où sont... déjà, il a regardé que la protection sociale en France, alors tous ces chiffres, c'est 2022. Hein. Et en 2022, tous les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, en 2022, la France consacre 32% de son PIB à la protection sociale. Mais les autres pays européens, l'Autriche qui vient juste après, c'est 29%. Donc ils sont très très loin de nous. Très très loin de nous. Ça fait des... là, je n'ai pas le temps de le calculer, mais comme ça, je dirais que c'est des dizaines de milliards de différence. C'est des sommes titanesques. Donc juste après, la France, vous avez l'Autriche à 29, donc il y a moins de 30. L'Italie est aussi à 29 et l'Allemagne est à 29. Donc la différence, c'est quasiment 3% de PIB entre nous et l'Allemagne. Donc 3% de PIB, c'est des sommes absolument gigantesques. Et c'est donc la première chose que nous apprend Statistica. Donc c'est pour confirmer que c'est bien sur la protection sociale que l'État va venir chercher de l'argent. Et quand vous regardez la protection sociale, c'est quoi? Donc toujours le site de Statistica. Hein, c'est majoritairement la vieillesse, la retraite. Quand je vous disais
qu'ils allaient rogner sur les retraites, vous voyez que là, on a le grand exemple. Il y a deux choses sur lesquelles vous pouvez rogner dans la protection sociale, c'est les retraites et juste après, la santé. Et c'est les deux points sur lesquels ils vont rogner avant tout, parce que le chômage, Bruno Le Maire commence à parler du chômage, de l'emploi, etc. Vous verrez tout à l'heure dans l'article, mais ça représente peu, c'est 5,6%. C'est pas grand-chose sur l'ensemble. Donc il va aller chercher de l'argent sur les grandes masses. C'est quoi? C'est la vieillesse. Je sais que Macron, au début d'ailleurs, Bruno Le Maire, très honnêtement, avait dit, je ne sais plus si c'est lui ou le ministre du budget, peu importe, mais l'un des deux, avait dit très honnêtement, écoutez, bah, on va diminuer la revalorisation des retraites. C'est-à-dire que, grosso modo, si l'inflation est de 3%, eh bien, les retraites, elles vont augmenter de 2%. Point. Donc, le retraité va s'appauvrir. C'est un impôt caché, hein. Le retraité va s'appauvrir. Mais c'est comme ça nous permettra, nous, État, de faire des économies. Et puis, ils avaient parlé aussi des... alors, je sais que Macron, le soir même, a dit non, on ne touchera pas aux retraites. Mais honnêtement, ce que l'on dit... Emmanuel Macron, il est quand même réputé maintenant pour changer son discours du jour au lendemain, voire du matin pour l'après-midi. Et vous verrez qu'en juin, une fois que les élections seront passées, parce qu'on veut que les retraités votent bien, votez Macron. Donc, on veut que les députés votent bien, les retraités votent bien, puisqu'ils votent en masse. Donc, pour l'instant, on leur dit non, on ne touchera jamais à votre retraite. Et puis en juin, juillet, quand il faudra faire la loi rectificative de la sécurité sociale, on dira allez, on indexe moins bien vos retraites. Et on va grignoter petit à petit sur vos retraites. Et puis même chose, vous avez, et là ils en parlent depuis quelques semaines maintenant, la santé, notamment les maladies longue durée, où on va moins rembourser votre maladie longue durée, type cancer, etc. On va moins la rembourser. Donc on va chercher où on peut économiser sur les gens qui ont des longues maladies. Et vous voyez qu'il n'y a pas le choix, c'est comme ça se passera comme ça. C'est comme ça. Donc voilà l'idée et les pistes d'économie dont Bruno Le Maire ne veut pas parler, hein, puisqu'il ne les détaille pas, il ne veut surtout pas les détailler avant les élections. Mais quand on regarde les chiffres, il n'y a absolument aucun doute. N'ayez aucun doute, c'est là qu'on va chercher l'argent. C'est pas dans le fric qu'on va donner à l'Ukraine ou à d'autres pays. C'est pas dans l'argent que l'on dépense sur les OQTF ou sur les gens qui n'ont rien à foutre sur notre territoire. Ça, on n'y touchera pas. C'est pas sur la sauvegarde de Gaïa. C'est pas sur les dizaines de milliards qu'on dépense en pure perte sur l'écologie. Non, ça, on n'y touchera pas. C'est vous qui allez payer. Soit parce qu'on va moins bien vous rembourser, soit parce qu'on va baisser votre point d'indice, soit parce qu'on va vous faire, on va trouver un moyen pour récupérer un peu d'argent sur votre dos. Et l'État, me direz-vous, est-ce qu'on va toucher à l'État? Non, on ne touchera pas à l'État. Malheureux. On va quand même pas toucher à toutes les hautes autorités dont on ne sait même plus à quoi elles servent. On va quand même pas toucher au ministère de la Culture. Vous rigolez ou quoi? On va pas aller toucher au ministère des Sports. Vous plaisantez ou quoi? Vous voulez qu'on ait des médailles? Alors, c'est pas parce que les Américains sont le pays qui a le plus de médailles et qu'ils n'ont pas de ministère des Sports qu'on doit faire la même chose. C'est pas parce que les Américains sont le pays qui vend le plus de films en dehors de l'Inde, qui est un cas particulier, mais c'est pas parce que les Américains sont le pays qui vend le plus de films à l'international sans avoir de ministère de la Culture qu'on doit faire la même chose quand même. Et comment on va donner du fric aux copains si on n'a pas de ministère? D'ailleurs, on devrait baptiser comme ça, le ministère du fric aux copains.
Ça, on n'y touchera pas. Les 45 ministères, alors que maintenant on en a 18, non, on garde. Faut des postes pour les amis. Le Haut Commissariat au Plan, qui ne sert strictement à rien, qu'on a juste remis qu'on avait arrêté tellement ça sert à rien, on l'avait complètement stoppé ce truc-là. On l'a juste remis en place pour trouver un emploi à François Bayrou. Parce qu'il a un pouvoir de nuisance et qu'on voulait le calmer. Mais ça ne sert à rien. Mais on ne va pas y toucher. Partout où on a des copains qui peuvent gagner du fric, on ne va pas y toucher. Par contre, vous, on va vraiment vous faire payer l'addition. Mais, vous voyez, je pense que, moi, je suis persuadé, intimement persuadé que la seule solution, c'est d'abord une refonte réelle de l'État. Vous passez de 45 ministères à 9. Oui, 9, je sais, ça paraît chaud, mais en Argentine, il y a 9 ministères. Il n'y a pas besoin de plus. Parce que vous remettez l'État uniquement sur ses vrais métiers, les vraies choses que l'on attend d'un État. On n'a pas besoin d'un ministre aux Transports. La seule chose qui fait qu'on a un ministre des Transports, c'est qu'on a un système de transport complètement archaïque, avec une SNCF qui a un monopole et une RATP qui a un monopole et des monopoles dans tous les sens. Et que vous avez, à cause de ces monopoles, des gens qui font une grève dès qu'ils en ont l'occasion. Vous vous rendez compte que la RATP a déposé des préavis de grève, là, jusqu'à octobre. Parce qu'ils savent que ça va leur permettre de gagner un maximum d'avantages supplémentaires parce que l'État aura la trouille que la RATP se mette en grève pendant les JO. Mais tout ça, ça nous coûte un pognon de dingue. Et moi, je pense, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense qu'avant d'aller dérembourser vos soins dentaires, il faut qu'on aille s'occuper de ce genre de choses. Vous voyez, il faut s'occuper des privilèges de la RATP, de la SNCF. Supprimer le ministère des Transports avant de supprimer le remboursement de vos dents. Et ça demande un peu de courage. Parce que là, il faut y aller à la tronçonneuse. C'est afuera. Il est là. Afuera. Il faut virer tout ça. Il faut découper tout ça pour que vous puissiez de nouveau vivre. Parmi les propositions actuelles, le durcissement des conditions de l'assurance chômage est au cœur des débats. Et quand je vous dis qui va payer? Qui va payer? Les chômeurs. Là aussi, qu'est-ce que l'État vient foutre dans l'assurance chômage? C'est une assurance. C'est une assurance. Je suis salarié, on prélève sur mon travail, on fait croire qu'il y a des charges patronales, des charges salariales, mais en fait, la totalité est prélevée sur mon travail, une somme qui m'offre des garanties si je suis au chômage. C'est une assurance. Chère en plus. Quand vous assurez tout risque votre voiture, vous attendez à ce que quand il y a un accident, vous soyez remboursé. Là, on dit, bon, l'assurance chômage, vous allez continuer à payer les mêmes sommes, hein, ça va être tout pareil, mais on va vous donner moins. Et comme vous n'avez pas le choix, parce que c'est l'État qui gère, et que vous ne pouvez pas aller frapper chez un autre assureur chômage, qui pourrait être AXA, qui pourrait être Groupama, qui pourrait être le Crédit Agricole, qui pourrait être n'importe quelle, la Matmut, là, vous n'avez pas le choix, il y a un monopole de l'État, donc il fait ce qu'il veut. Mais encore une fois, qu'est-ce que l'État vient foutre dans une assurance? On pourrait très bien imaginer une assurance chômage. L'État dit voilà,
l'assurance chômage. Maintenant, chaque chef d'entreprise est obligé d'assurer ses salariés au chômage. Ce qui est le cas aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, il n'a pas le choix de différents trucs. Et derrière, vous auriez AXA qui serait capable d'aller dire, bah voilà, moi, l'assurance. On pourrait même avoir un tas qui dit l'assurance minimum, c'est, je sais pas, 1 an. Peu importe. Il déciderait. Et à ce moment-là, AXA dirait, bah voilà, pour 1 an, moi je vous prends tant. Et puis j'offre ceci, cela, voilà les garanties que je donne. Puis le Crédit Agricole dirait, voilà les garanties que je donne. Puis la Matmut dirait, voilà, comme votre assurance voiture. C'est important l'assurance voiture. C'est important l'assurance de votre maison. C'est pas l'État qui le gère. Pourquoi l'assurance chômage, c'est l'État qui le gère? Le ministre insiste sur le fait que la générosité de ce système a un coût, illustré par un taux de chômage persistant. Il voit dans des réformes plus strictes une opportunité de stimuler l'emploi et de réduire les déficits, soulignant l'importance du plein emploi pour résoudre le problème financier de la France. Bref, il va moins indemniser les chômeurs qui, eux, n'auront pas le choix puisqu'il y a un monopole. Donc, ils pourront pas. Vous voyez, c'est l'avantage. Si vous avez plusieurs assureurs différents, AXA vous garantit pas bien en assurance chômage, vous allez voir ce que vous propose la BNP. Ou vous allez voir ce que vous propose la MAF. J'essaie de trouver des noms différents. Là, vous n'avez pas le choix. Vous allez payer le même prix. On va prendre la même somme sur votre travail, mais vous aurez moins. Par contre, les fonctionnaires, ils auront toujours la garantie de l'emploi à vie. Hein. Ah bah toujours. Et puis les copains qui ne seront pas réélus, on leur donnera un poste de haut commissaire quelque part. Ah bah toujours. Ces déclarations ne manqueront pas de susciter des débats animés, notamment autour de l'équilibre de la protection sociale et de la responsabilité fiscale. Alors que la France cherche à naviguer dans des eaux tumultueuses économiques, les appels à une réforme profonde de l'État-providence mettent en lumière les défis et les opportunités auxquels le pays est confronté. En fin de compte, les propos de Bruno Le Maire reflètent une prise de conscience croissante de la nécessité de repenser notre modèle économique et social pour assurer une croissance durable et une qualité financière à long terme, une stabilité financière à long terme. Que cela se traduise par des réformes concrètes et efficaces reste à voir, mais une chose est certaine, le statu quo n'est plus une option viable. Il y a 2 choses dans cette conclusion. La première, est-ce qu'on va avoir une réforme concrète? J'en suis pas du tout certain. C'est-à-dire qu'on va avoir de la mesurette. On va aller grappiller sur votre chômage. On va aller grappiller sur votre retraite. On va aller grappiller sur vos remboursements de soins. Parce que l'État, il sait bien faire ça. Grappiller ici ou là. L'an prochain, on augmentera vos impôts. Mais là, pour l'instant, on va grappiller. Un peu partout. C'est pas structurel. Ça sert à rien. Ça sert juste à passer l'année. Et on aura l'impression d'avoir fait quelque chose. Parce que Bruno Le Maire aura dit on va faire des réformes importantes, ambitieuses, etc. Et qu'ils ont l'impression, selon là, que leur parole est créatrice. C'est le syndrome de Dieu, quoi. Ils pensent que leur parole est créatrice. Eh bien, ils vont se contenter de ça. Alors qu'en fait, ils n'auront fait que grappiller des petites choses un peu partout. Et puis surtout, c'est sur votre dos. La totalité est sur votre dos. Est-ce que vous croyez qu'il y a un ministère qui va disparaître? Un ministère qui va disparaître. Alors que des ministères inutiles, quand vous avez 45 ministres, vous devez pouvoir en trouver un paquet. L'Allemagne a 2 fois moins de ministres que nous. Pensez que l'Allemagne est un pays qui n'est pas administré? Ça marche pas l'Allemagne. 2 fois moins de ministères que nous.
Je ne vais pas prendre l'exemple de l'Argentine, qui en a 11 fois moins, mais là, ça devient un peu dur. Pour nous. Mais 11 fois moins. Le ministère. Donc on ne touchera pas un ministère. Il n'y a pas un haut commissariat qui va disparaître. Pas un. Pourtant, des hauts commissariats totalement inutiles, ça n'arrête pas. Ça serait amusant. Je ne sais pas s'il y a une liste des hauts commissariats. On va regarder, je vais prendre 2 minutes, voir s'il y a une liste des hauts commissariats. Liste des hauts commissariats. Est-ce que j'ai une liste? Non, j'ai une liste des hauts commissaires, mais je ne trouve pas une liste des hauts commissariats. Ou peut-être. Non, là c'est le Commonwealth, donc ça n'a rien à voir. Donnez-moi juste une seconde, je vérifie ça. Non, c'est la police. Non, bon, écoutez, je ne trouve pas, mais il faudrait vraiment que je vais faire une enquête. Je vais essayer de trouver la liste des hauts commissariats. Je pense que ça va être assez rigolo de voir tout ce qui existe comme hauts commissariats complètement débiles. Je vous ai cité quelques-uns que je trouvais merveilleux. Il y a un haut commissariat à la diaspora africaine en France. Pourquoi ? J'ai rien contre le fait qu'il y ait des Africains en France, mais pourquoi un haut commissariat à la diaspora africaine en France? Avec quelqu'un qui est payé, des fonctionnaires qui sont payés. Vous avez comme ça des hauts commissariats dans tout. Vous savez, on a découvert au moment des Gilets jaunes un haut commissariat dont personne n'avait jamais entendu parler, qui était la discussion entre l'État et le public. Vous en avez entendu parler très rapidement pendant les Gilets jaunes. Le haut commissaire, d'ailleurs, était payé 15 000 € par mois. On l'a appris à cette occasion-là. Et elle s'est mise, j'ai oublié son nom, elle s'est mise en retrait en disant comme je gagne énormément d'argent, je ne peux pas aller discuter avec les hauts commissaires. Donc, déjà, avec les Gilets jaunes, donc déjà, à quoi vous servez, madame? Excusez-moi, mais bon. Et on n'a plus jamais entendu parler de ce haut commissariat. Et vous n'en entendrez plus jamais parler. Il existe toujours. La haut commissaire, elle touche toujours son argent. Mais vous n'en entendez jamais parler. Et il y a comme ça, et la diaspora africaine, je l'ai découvert moi récemment, et vous avez eu comme ça plein de hauts commissariats. Est-ce qu'on va en supprimer un? Est-ce qu'on va en supprimer un? Non. On va faire des économies sur vos dents. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que, certes, il y a besoin de faire des économies sur le social, puisqu'on voit que c'est là que par 40% des dépenses de l'État, donc c'est nécessaire. C'est plus que 40%, je ne vais pas regarder le chiffre, mais c'est nécessaire de faire des économies là-dessus, mais que l'État lui-même devrait montrer l'exemple et faire réellement une réforme de son fonctionnement, parce qu'il est devenu obèse, parce qu'on a beaucoup trop de ministres et de ministères, et qu'il faudrait réduire ça vraiment au minimum. Et après, une fois qu'ils auront fait cet effort sur eux-mêmes, ils pourront peut-être venir voir l'effort que l'on consentera à faire. Mais je trouve ça, moi, incroyable. C'est toujours les mêmes qui trinquent et toujours les mêmes qui sont protégés. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.